Enfin, nous y voilà. Depuis le temps que je rêvais de vous en parler. Voilà. Alors bonsoir, il sera aujourd'hui question des Nibelungen, donc diptyque réalisé par Fritz Lang en 1924, donc œuvre quasi centenaire. Alors, avec dans les rôles principaux, donc les acteurs Anna Ralph, Paul Richter, Theodor Luss, Gertrude Arnold ou encore Margaret Schön. Alors le résumé, donc c'est l'histoire de Siegfried, hein, ce fameux guerrier qui est le fils du roi des Pays-Bas qui va partir en Bourgogne conquérir le cœur de la princesse Kriemhild parce qu'il a entendu dire que le fait de l'épouser fera peut-être de lui l'homme le plus puissant et riche du monde. Oui, sauf que l'amour va se mêler entre les deux tourtereaux et que donc ça ne sera pas sans conséquence. Alors, donc voilà, donc il s'agit d'un diptyque, donc d'un film en deux parties. Donc dans cette vidéo, je vais vous parler de la mort de Siegfried, c'est le titre, et donc pas un spoil. Et je reviendrai dans une prochaine vidéo sur la deuxième partie, à savoir la vengeance de Kriemhild. Et donc, pourquoi est-ce que j'ai eu envie de vous parler de ce film? Eh bien, parce que maintenant, vous connaissez un peu la chaîne, hein, Cinéclectisme, donc la chaîne qui aborde tous les genres de cinéma. Eh bien, ça fait un moment que je rêvais de parler de cinéma muet et je me suis dit quoi de mieux que de commencer par parler de cette période à travers l'œuvre d'un immense cinéaste, Fritz Lang, qui plus est à travers cette œuvre ô combien ambitieuse à plus d'un titre, assez proche de l'expressionnisme allemand tout en étant un petit peu différent. Alors l'expressionnisme allemand, pour ceux qui ne le savent pas, c'est un courant cinématographique allemand, donc né au début des années 1920, dont les représentants les plus célèbres sont donc Fritz Lang et Murnau, à qui on doit Nosferatu pour prendre son film le plus célèbre, et également d'autres personnes, d'autres réalisateurs un petit peu moins connus. Et donc voilà. Donc avant de commencer par l'analyse et la critique, donc je vais commencer par une brève introduction qui, vous allez le voir, s'avère plutôt utile. Alors il faut savoir que Les Nibelungen, c'est le troisième film en deux parties réalisé par Fritz Lang après Les Araignées et M'abuse. Et c'est également son troisième film tout court, d'ailleurs, Les Nibelungen. En fait, donc Fritz Lang voulait adapter donc l'opéra de Wagner, donc qui s'intitulait Les Nibelungen, lui-même inspiré des légendes germaniques autour de Siegfried et de Kriemhild, parce qu'en fait son objectif c'était de proposer un film à la fois divertissant et réflexif. Pourquoi? Parce que quand le film sort en 1924, l'Allemagne est encore sous le coup de sa défaite de la Première Guerre mondiale, qu'elle traverse une grave crise financière et politique, et que le but de Fritz Lang, c'était de remonter un petit peu le moral du peuple et des troupes, on peut le dire, en racontant l'histoire d'un héros, afin de redorer un petit peu le blason. Et alors, c'est pas pour rien que le premier carton du film est intitulé Dédié au peuple allemand. Voilà. Le souci, c'est que, tout cela part d'une réputation assez sulfureuse. D'abord, hein, le fait que ça soit un opéra de Richard Wagner qui était quand même assez proche du parti nazi. Plus encore le fait que la scénariste et également épouse à la ville à l'époque de Fritz Lang, Thea von Harbou, était elle-même proche du parti nazi. Et qu'en plus de ça, je veux dire, la mort de Siegfried, donc Siegfried qui meurt poignardé d'une lance dans le dos, renvoie à ce qu'on a appelé la légende du coup de poignard dans le dos. Alors qu'est-ce que c'est cette légende? Eh bien, c'est une légende qui a été mise en place par les troupes allemandes pour disculper leur défaite et attribuer donc la cause de cette défaite aux juifs, aux gauchistes et aux communistes, entre autres. Et donc, le peuple allemand, je veux dire, a vu la mort de Siegfried comme la métaphore un peu de cette fameuse légende du coup de poignard dans le dos. Donc, voilà, pas mal de controverses autour de ce projet pharaonique qui a fait couler beaucoup d'encre, mais qui, n'a pas entaché la réputation du film, qui fait quand même partie aujourd'hui des plus grands films de l'histoire du cinéma. Voilà. Alors, je vais commencer par la mise en scène. Alors, comme je le disais, donc le film s'inscrit quand même dans l'expressionnisme allemand. Alors, il faut savoir qu'on a des plans très géométriques, c'est-à-dire que quand Siegfried arrive dans la cité des Burgondes, on se rend compte que toutes leurs décorations, donc que ce soit les draps de lit, les tentures,
etc. Les tapis sont tous recouverts de motifs circulaires ou rectangulaires. Enfin, donc voilà, des cercles, des rectangles ou même des carrés, que voilà, les pièces dans lesquelles ils se trouvent sont chaque fois entourées de fenêtres en forme de croix. Notamment, on va les voir dans une église avec des gros plans comme ça sur les croix. Que la première fois que l'on voit le château donc des Burgondes dans lequel vit Kriemhild et son frère, eh bien, on va voir que le château est filmé en légère contre-plongée, histoire de symboliser la puissance que représente voilà ce fameux château. Et Fritz Lang, en fait, voulait justement montrer que à travers cette cette extrême rigidité, eh bien, que ça pouvait basculer à tout moment. Voilà. Que c'était pour nous montrer que sous ces apparences comme ça extrêmement rigides, hein, eh bien, que ça n'allait pas tarder à s'écrouler. Voilà. Alors, on a notamment un plan qui est devenu visiblement l'un des voilà le des plus étudiés du cinéma, où l'on va voir Siegfried, donc il va déambuler dans les couloirs, hein, donc on va lui faire visiter le palais, et alors on va voir que pendant qu'il marche, des soldats qui ne sont pas des statues, hein, je veux dire des vrais soldats, enfin des soldats dans le film, qui sont comme ça rigides, tels des statues, voilà, qui sont comme ça filmés tout en noir. Et en fait, c'est encore une fois pour montrer que le fait que Siegfried qui passe à travers ses soldats en quelque sorte, donc ces soldats qui sont comme ça figés et Siegfried qui passe vraiment entre eux, c'est pour montrer ils ne seront bientôt plus inébranlables, à l'instar du château des Burgondes. Voilà, en quelque sorte pour les effets expressionnistes. Alors à côté de ça, pour bien nous montrer les destins, pour bien montrer le fait que leurs destins sont liés, donc à Siegfried et à Kriemhild, Fritz Lang va entamer son récit par une mise en abîme. Donc on pourrait même dire une double mise en abîme, avec d'une part donc Siegfried qui vit dans la forêt en compagnie d'hommes comme ça un peu dévêtus, etc., de manière très nomade. On va voir son mentor qui va lui raconter toute l'histoire de Kriemhild. Et alors, la séquence d'après, on va voir Kriemhild qui elle-même va se voir raconter les exploits de Siegfried voilà, par l'un de ses serviteurs. Donc on a en quelque sorte un double narrateur, et c'est une manière de lier leur destinée. On a également une opposition esthétique entre voilà la forêt qui est montrée de manière très touffue, très dense, très vivante, hein, avec ces hommes qui vivent presque comme des hommes des cavernes, hein, donc et d'un autre côté, les personnes qui vivent voilà tout près du château des Burgondes, qui sont comme ça très figées dans des voilà très stoïques, dans des robes très serrées, des vêtements très presque inconfortables. Donc c'est histoire de souligner un peu leur différence sociale, bien que le film n'est pas vraiment un film social. Et bon voilà. Et alors, il faut savoir aussi que le film est divisé en champs. Je m'explique. Donc c'est l'équivalent de chapitres. Donc c'est-à-dire qu'on a champ numéro 1 avec un petit résumé, un petit intertitre. Et alors, en fait, le champ va s'ouvrir comme par ce qu'on appelle une ouverture à l'iris. C'est-à-dire que voilà. Donc vous allez voir champ numéro 1 avec le petit résumé de l'intrigue qui va venir. Et puis ensuite, vous allez voir, donc je vais dire, le carton noir qui va s'ouvrir progressivement comme un œil qui s'ouvre, ce qu'on appelle donc une ouverture à l'iris. Et à la fin de chaque champ, il va y avoir l'inverse, à savoir une fermeture à l'iris. On va voir, je veux dire, l'écran qui va devenir progressivement noir, comme un œil qui se ferme. Voilà. Voilà, donc les petites astuces de mise en scène pour lesquelles Fritz Lang a opté, histoire de faire comprendre au public qu'il veut avant tout raconter une histoire. Voilà, qui plus est une histoire d'aventure. Voilà. Une mise en scène qui arrive également à alterner grand spectacle et réflexion, parce que je le disais, hein, il est quand même question, voilà, d'un récit d'aventure où Siegfried va devoir utiliser ses pouvoirs, notamment lors d'une séquence où il va se faire passer pour le prince à sa demande en devenant invisible pour accomplir les différentes épreuves que lui demande la future fiancée du prince, voilà. Et à côté de ça, des séquences, on va dire, un petit peu plus intimistes, notamment entre Siegfried et Kriemhild, qui vont se révéler peu à peu leurs sentiments.
Et donc déjà, donc 100 ans avant, on sent que ce type de mise en scène qui allie à la fois grand spectacle et moment intimiste, voire même émotion pure, ça a servi de base pour bon nombre de grands cinéastes contemporains, parmi les plus célèbres, Ridley Scott pour Gladiator, ou on pourrait même dire George Lucas pour sa trilogie Star Wars, on pourrait même dire un peu la prélogie, et même des films, voilà, comme Autant n'emporte le vent. Donc on voit que Lenny Nibelungen, en termes de mise en scène, a quand même eu un impact sur l'entièreté du cinéma, et pas seulement qu'américain d'ailleurs. Et voilà, et honnêtement, ce qu'on peut dire, que c'est quand, en presque 2h30 de film, donc c'est la durée voilà, de cette première partie, eh bien vraiment, on ose le grand écart entre grand spectacle et moment plus intimiste, qui plus est avec une mise en scène, je le disais, voilà, assez classique, je veux dire dans sa forme. Donc on raconte une histoire, mais en même temps travaillé comme ça par des motifs renvoyant à l'expressionnisme allemand et qui en même temps sont là pour bien appuyer les différents dilemmes traversés par les différents personnages. Alors je passe maintenant au scénario. Alors le scénario, je l'ai dit, donc il s'inspire des légendes germaniques, voilà, qui ont donné lieu au fameux opéra de Richard Wagner, mais plus largement, il est question dans cette histoire, je pense que vous l'aurez compris, de royauté, de jalousie, de trahison, de compromis. C'est un peu, j'ai envie de dire, une sorte de Game of Thrones avant l'heure, le sexe en moins. Bien que dans ce milieu-là, on ne va pas se cacher, ça y allait franco, mais bon, voilà. Mais c'est tout le génie de Fritz Lang, c'est que voilà, c'est suggéré, mais c'est pas montré, voilà. Et donc, oui, donc on est clairement dans une histoire, et je veux dire comme ça, de rebondissement, où on se dit que, voilà, Fabien, que le comte de Monte Cristo, alors du coup, je ne sais pas très bien si Alexandre Dumas s'est inspiré de la légende de Siegfried, etc. Mais on y retrouve, voilà, certaines thématiques comme la vengeance ou la trahison, par exemple, qui, comme je vous le disais, va inspirer, voilà, je prends l'exemple de Game of Thrones ou même plus largement la fantasy ou la dark fantasy. Et qu'en gros, le propos du film, c'est le combat de l'homme contre sa destinée. Parce que voilà, c'est ça le but de Siegfried, c'est qu'il est en proie à un grand destin. On lui a répété depuis son plus jeune âge qu'il est appelé à devenir l'homme le plus puissant du monde, rien que ça. Et que justement, lui, son combat, ça va être de savoir pourquoi est-ce qu'il doit devenir cet homme comme ça, très puissant. Et au fond, est-ce que sa destinée va vraiment le mener là-bas? Est-ce qu'elle ne va pas être compromis justement par l'amour, par la jalousie ou ce genre de choses? Et là où c'est intéressant, et c'est là que je fais un peu le parallèle avec Game of Thrones, c'est que le scénario n'est pas manichéen. Aucun personnage d'ailleurs n'est manichéen, voilà. Il n'y a pas de gentil, il n'y a pas de méchant, voilà, d'un côté ou quoi. Chacun a sa part d'ombre, voilà. Siegfried lui-même, bon, même s'il est présenté comme ayant des qualités, voilà, on voit qu'au départ, il est un peu arrogant, même peut-être un peu lâche, qu'il accepte quand même assez facilement les compromis. Kriemhild, de son côté, au départ, on ne sait pas trop ce qu'elle veut. Elle dit qu'elle vit dans l'ombre de son frère qui est prince, et puis en fait, pas tant que ça. On a également la future promise donc du prince, donc la femme qu'il convoite, qui elle-même n'aurait peut-être pas de bonnes intentions. Donc voilà, donc on est vraiment dans une histoire où tous les coups sont permis, j'ai envie de dire, où personne n'est ni tout blanc ni tout noir, ce qui rend le récit d'autant plus passionnant, et c'est là que c'est un motif qui est dans l'œuvre de Fritz Lang, c'est qu'au fond, le bien et le mal, est-ce que ça existe vraiment? Est-ce que ce ne serait pas simplement deux faces inversées d'une même pièce? Voilà. Et j'ai envie de dire que ça, c'est rendu de manière, je le disais, très puissante, et également très réflexive, vu que il va également, donc via des plans rapprochés sur les visages de Siegfried et de Kriemhild, nous faire un peu ressentir tous leurs dilemmes, tous leurs questionnements intérieurs face à des destins auxquels ils n'ont rien demandé. Parce que c'est vraiment ça aussi, c'est le fatum, je veux dire le poids du destin, et au fond, qu'est-ce qu'on peut y changer, voilà. Donc c'est un peu grosso modo tout ce qui constitue cette première partie de diptyque, la mort de Siegfried, qui, comme je vous le disais, est vraiment un film, si vous aimez le cinéma, que vous devez découvrir,
qui vraiment, même 100 ans après, n'a rien perdu de sa puissance visuelle, surtout quand on sait qu'il a inspiré bon nombre d'œuvres par la suite, voilà, et que maintenant, je pense notamment au fameux combat entre Siegfried et le dragon, ça reste, voilà, j'ai même envie de dire, ça reste tout aussi spectaculaire et beau à regarder que n'importe quelle bataille du Seigneur des Anneaux, par exemple, voilà, tout en sachant que le Seigneur des Anneaux, c'était il y a déjà 20 ans, ou entre autres. Mais voilà, mais au-delà de ça, on a un scénario, comme je le disais, qui est vraiment très aspiré, voilà, très malin, qui ne va pas, qui ne choisit pas la facilité. On a des décors, voilà, qui restent toujours très beaux pour l'époque. Et vraiment, donc voilà. Donc, si vous voulez vraiment découvrir un autre type de cinéma accessible, hein, parce que vraiment, je le dis, hein, le film peut très bien se voir comme un divertissement et en même temps un film d'auteur. D'ailleurs, j'ai envie de dire, Fritz Lang, c'était un peu ce qu'on peut appeler un auteur populaire, quoi. Je veux dire, donc un auteur qui avait ses leitmotifs bien à lui, qu'il travaillait de film en film, que ce soit dans sa première période allemande, puis dans sa seconde période à Hollywood, et enfin dans sa troisième et dernière période à nouveau allemande, mais qui, à l'instar de Hitchcock par exemple, ou de John Ford ou d'Howard Hawks, avait quand même envie de divertir, d'amuser les foules. Et quand les deux sont combinés, ça donne les Nibelungen, ça donne un immense film. Enfin, voilà, je sais bien que le terme est à manier avec précaution, mais vraiment un chef-d'œuvre, quoi. Je veux dire vraiment un très 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 grand film. Voilà, j'ai déjà hâte de vous parler de la deuxième partie. Vous verrez, il y a quand même des petites différences. De toute façon, voilà, c'est pas pour rien que Fritz Lang a opté pour 2 films, hormis le fait que le film aurait été beaucoup trop long. Enfin, beaucoup trop long, façon de parler, pour être diffusé, hein, pour être diffusé dans les salles. Pas trop long en termes qualitatifs, voilà. Bref, je vous recommande vivement non seulement cette première partie, la mort de Siegfried, mais également de découvrir les Nibelungen. Voilà. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, à la partager, à me suivre sur les différents réseaux que vous connaissez. Quant à nous, on se retrouvera évidemment pour parler de la deuxième partie, donc la vengeance de Kriemhild. On parlera également en matière de sortie récente de Gladiator 2, voilà, que je dois aller voir normalement en fin de semaine, et également pour d'autres projets dont je vous parlerai à ce moment-là. Voilà. D'ici là, bonne fin de soirée, portez-vous bien et à très bientôt. Salut, ciao.